Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va récapituler le cours sur grand K, la constante d'équilibre associée aux réactions, et Q, le quotient réactionnel. Ce sont des grandeurs qui ont une utilité pour déterminer l'équilibre, le point d'équilibre d'une transformation chimique, d'une équation chimique. Donc ici, j'ai noté une équation chimique qui correspond à la transformation totale, puisque c'est une flèche pleine, de A et B, les espèces chimiques A et B, qui vont réagir ensemble pour former, autant que possible, puisque c'est une réaction totale, C et D. Et évidemment, il faudra prendre en compte, quand on écrit une équation chimique de ce type-là, les nombres stoichiométriques associés à chacune des espèces. Donc c'est important de savoir équilibrer les équations chimiques au préalable avant de s'attaquer à ce chapitre. Ok. Ici, j'ai pris l'exemple d'une réaction qui est totale, ça veut dire que vraiment autant que possible, je consomme mes réactifs jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit complètement consommé, et je produis ici mes espèces chimiques qui sont côté produit dans la mesure du possible, jusqu'à épuisement d'un réactif. Toutes les réactions ne sont pas totales, certaines sont dites équilibrées. Et on note ça avec deux demi-flèches, deux doubles flèches. Ça signifie que, effectivement, si je mets A et B dans mon milieu réactionnel, je vais pouvoir faire la réaction dans le sens direct, c'est-à-dire vers la droite, pour former les espèces chimiques C et D. Mais il est aussi possible de faire évoluer la réaction chimique dans le sens inverse, c'est-à-dire à partir de C et D, je retourne dans le sens de production des produits, dans le sens de régénération, si vous voulez, des réactifs. Ça veut dire que si je ne mets pas du tout de A et B en solution, mais que je mets C et D dans des conditions qui leur permettent de réagir, ils réagissent effectivement ensemble pour régénérer, pour former A et B. Cette équation chimique, cette transformation chimique, peut donc évoluer dans les deux sens. Et en chimie, on s'intéresse au point d'équilibre, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'on va produire plutôt les produits du côté droit, ou alors est-ce qu'on va plutôt rester du côté réactif en ayant une réaction qui avance très peu. Et tout ça, on peut y accéder à ce point d'équilibre, à savoir dans quel sens on va faire réagir les espèces chimiques en solution. On y accède grâce à une grandeur qu'on appelle K, la constante de réaction. K, c'est un nombre sans unité qui a une valeur entre 0 et plus l'infini. Lorsque K est proche de 0, en tout cas inférieur à 1, on va avoir plutôt tendance à évoluer dans le sens indirect et à avoir régénération des réactifs, en tout cas production des espèces chimiques qui sont du côté gauche de l'équation. A l'inverse, quand K est très grand, de l'ordre de 1000, 10 000, 100 000, alors à ce moment-là, la réaction est quasi totale, et plus K est grand, plus la réaction évolue dans le sens direct, c'est-à-dire de gauche à droite, telle qu'on l'a écrite. Et maintenant, pour connaître K, il faut que je vous parle d'abord de ce qu'on appelle Q, le quotient réactionnel. Et Q, le quotient réactionnel, c'est un rapport, un quotient, comme son nom l'indique, c'est pour ça qu'on l'appelle Q quelque chose, et c'est le rapport des activités des espèces chimiques en solution. On va compter au numérateur le produit des activités de tout ce qui se trouve du côté droit de la réaction, telle qu'on l'a écrite, et au dénominateur, les activités, le produit des activités de tout ce qui est du côté gauche, le tout mis à la puissance du nombre stoichiométrique. Donc, concrètement, Q ici, ce sera égal à l'activité de C fois l'activité de D, les produits, mis respectivement à la puissance nu C et nu D. Et au dénominateur de ce quotient, je retrouve les activités de ce qui se trouve du côté gauche de mon équation chimique, l'activité de A et l'activité de B, mis respectivement à la puissance, aux puissances, nu A et nu B. Et maintenant, point de cours, un petit peu point de définition en chimie. L'activité d'un liquide ou d'un solvant en corps pur, donc l'activité d'un corps pur est égale à 1, l'activité d'un solvant, donc d'une espèce chimique qui est majoritaire dans un mélange, est égale à 1. Pour le liquide, c'est assez mal dit, on va dire l'activité vraiment d'un solvant. J'ai pris l'exemple de l'eau dans une solution avec de l'eau, un petit peu de sel qu'on aurait saupoudré dedans. Il y a principalement de l'eau et un petit peu d'ion chlorure, Cl-,
et un petit peu d'ion sodium Na+, quand c'est du sel de table qu'on rajoute dans de l'eau. L'activité de l'eau, à ce moment-là, vu qu'elle est majoritaire dans ce mélange, dans la casserole dans laquelle on fait les pâtes, avant de mettre les pâtes, l'activité du solvant, donc de l'eau ici, est égale à 1. L'activité d'un solide, pareil, c'est une définition. Un solide a une activité égale à 1. Même si je mets un solide, un morceau de plomb dans un litre d'eau, l'activité du plomb dans l'eau, à ce moment-là, est quand même égale à 1. Je parle bien du plomb solide et pas d'ion plomb que j'aurais fait apparaître en solution en mettant du sel de plomb. Vraiment, l'activité d'un solide qui reste solide, elle est égale à 1. Et dernière chose, l'activité d'un soluté. Donc, reprenons l'exemple avec la casserole de pâtes. J'ai mon solvant, c'est de l'eau, j'ai mis du chlorure de sodium dedans, NaCl. Je retrouve Na+, et Cl- en solution. Et bien l'activité des ions en solution est égale à leur concentration. Donc l'activité d'un soluté est égale à la concentration du dit soluté. Et dernier point de cours qui va nous être utile et même indispensable pour répondre aux différents exercices types auxquels on va s'attaquer juste dans quelques instants, c'est qu'il est important de noter que le quotient réactionnel à l'équilibre, donc lorsque j'ai fait évoluer mon système et que j'ai accédé à différentes concentrations qui n'évoluent plus, lorsque mes grandeurs physiques et chimiques qui traduisent l'état de mon système sont stabilisées, le quotient réactionnel à l'équilibre, quand j'ai terminé ma réaction, est égal à grand K, la constante de réaction. Grâce à ça, on va pouvoir déterminer dans quel sens évoluent les équations chimiques, les transformations chimiques auxquelles on s'intéresse, déterminer la concentration de l'un des réactifs à l'équilibre, la concentration des produits à l'équilibre, etc. Et ça, c'est pour la prochaine vidéo. Exact. Alors, on y va pour l'exercice 1. Donner, donc ici l'exercice 1 qui nous est proposé, donner l'expression des quotients de réaction, le grand Q, associés aux réactions suivantes. Alors il y en a 6, je ne vais pas faire les 6, je vais en faire seulement 2 ou 3, mais vous verrez tout à fait comment on fait. Alors on commence avec la première, en général c'est parmi les plus faciles, les premières questions. Donc la question A de la première sous-partie, 1A. La réaction qu'on me propose d'étudier, c'est la précipitation des ions argent+, les cations argent+, lorsqu'ils réagissent avec des chlorures, Cl-, on observe l'apparition d'un précipité de chlorure d'argent, AgCl, qui fait des petits flocons blancs en solution. Et cette réaction peut être utilisée pour doser les ions chlorure en solution, ou même les ions argent en solution, si on a la chance d'avoir une solution d'argent sous la main et exploitable. Mais c'est plus rare. Donc, je vais recopier ici l'équation de réaction. Cation argent+, plus anion Cl-, réagissent ensemble. Alors on mettra toujours des doubles flèches dans ce chapitre puisqu'on étudie les équilibres et on regarde si la réaction est totale ou pas, donc on ne met jamais de flèche droite. Réagissent ensemble pour former AgCl qui est solide. Il y a un petit S entre parenthèses dans l'indice, ça veut dire que cette espèce chimique est solide dans mon expérience. De même, les ions argent+ et les ions Cl-, on indique qu'ils sont, avec un petit AQ entre parenthèses, en solution aqueuse. AQ comme aqueuse. Donc je le renote ici, aqueux. Ça veut dire que eux ne sont pas majoritaires dans le mélange. Eux non plus, les chlorures ne sont pas majoritaires dans le mélange. Ce sont des ions en solution, avec une concentration certaine. Et le chlorure d'argent, lui, est un solide. Donc pour rappel, son activité est égale à 1. Et maintenant, j'attaque le quotient de réaction. Grand Q est égal, c'est un quotient. Au numérateur, je mets l'activité de ce qui se trouve du côté droit de ma réaction. L'activité d'un solide est égale à 1, c'est la définition, donc je mets un 1. Je peux mettre puissance 1 puisque le nombre stoichiométrique ici du chlorure d'argent est égal à 1. Ben bon, voilà, c'est vraiment là pour montrer au correcteur que vous avez bien compris. Et au dénominateur, je vais mettre l'activité des différentes espèces chimiques qui se trouvent du côté réactif, tel que j'ai écrit la réaction. Et l'activité des ions en solution, c'est égal à leur concentration, donc
l'activité des ions argent plus est égale à la concentration en argent plus, puissance 1, puisque le nombre stoichiométrique est égal à 1, fois la concentration en Cl-, puissance 1. Et voilà, j'ai donné l'expression de Q, le quotient réactionnel, pour la précipitation des ions argent. Je passe maintenant à une autre équation, celle-ci par exemple, pour la deuxième sous-partie, question A. C'est la réaction, c'est une réaction acido-basique. L'acide fluorhydrique qui réagit avec l'ammoniac en solution pour former des ions fluor, F-, fluorure, et l'ammoniac NH4+. Donc c'est juste une réaction acido-basique qui est équilibrée. Les réactions acido-basiques ne sont pas forcément totales. Donc je renote HF plus NH3 réagissent ensemble, on ne sait pas encore si c'est total ou pas, pour former des ions fluorure F- et de l'ammoniac NH4+. L'ensemble de mes espèces chimiques sont en solution aqueuse et non majoritaire. On écrit AQ pour dire non majoritaire. On mettrait un petit L pour dire que c'est un liquide ou alors le solvant. Donc là, toutes mes espèces sont en solution aqueuse. J'écris AQ entre parenthèses en indice partout. Et mes nombres stoichiométriques sont égaux à 1 à chaque fois. J'ai de la chance dans cet exercice, il me donne déjà les équations chimiques équilibrées. Bon. Donc ici, assez facile, le quotient réactionnel, c'est toujours un quotient. Et pour le coup, ça va être l'activité du fluor, puissance 1, fois l'activité de l'ammoniac, puissance 1, divisé par l'activité de l'ammoniac, puissance 1, divisé par l'activité de l'acide fluorhydrique, toujours puissance 1. Je le note, puisque l'activité est égale à la concentration dans le cas des solutés. Puissance 1. Puissance 1, ça ne change rien au calcul, mais ça montre au correcteur que vous avez bien compris qu'est-ce qui était intéressant et important à prendre en compte. Divisé par concentration en HF fois la concentration en NH3, puissance 1 pour le HF, puissance 1 pour le NH3. Et voilà, pour les quotients réactionnels, c'est comme ça qu'on procède. Petite parenthèse, ici dans le B, vous voyez qu'on a une réaction chimique entre de nouveau un acide, l'acide sulfurique, H2SO4, et l'eau, H2O, qui donne, peu importe les produits. Ici, l'eau, c'est mon solvant. J'ai mis quelques gouttes d'acide sulfurique dans un grand bécher, un grand bol d'eau. Donc l'activité à ce moment-là de mon solvant sera bien égale à 1. Attention à ce genre de piège. Je vous remercie et on passe à l'exercice suivant. On se retrouve pour le deuxième exercice, un petit peu plus corsé, mais pas non plus inatteignable, vous allez voir. Je vous laisse mettre pause et lire l'énoncé si vous le souhaitez, si vous ne vous en souvenez plus. J'ai ici déjà noté les concentrations en plomb et en iodure, parce que ça me permettra de gagner du temps plus tard. Je les ai juste recalculées à partir des quantités de matière qu'on me donnait en mol et du volume de la solution qui était égal à 1,0 litre d'eau. Donc ça va, le calcul n'était pas trop compliqué. C égale N sur V. Pour le plomb, c'est 0,020 mol divisé par 1 litre d'eau. Sans surprise, ça fait donc 0,020 mol par litre de concentration. Et idem ensuite pour l'iodure, on trouve I- en concentration est égal à 0,040 mol par litre. Alors, première question, la réaction est-elle totale? Alors là, j'ai pas vraiment les outils, j'ai pas vraiment d'arguments pour y répondre. Donc dans ce cas-là, quand je suis un peu coincé dans un sujet, je vais poliment donner mon avis et essayer de l'argumenter, de le justifier autant que je le peux. Ça peut valoir des points. Voilà. Donc ne dites pas juste oui ou non, là vous êtes sûr que vous n'aurez pas les points, il faut au minimum justifier. Donc, et ben là, au départ, j'ai 0,020 mol d'ion plomb, plomb de plus, en solution, et à la fin, j'en ai 1,26 millimoles, donc 0,00126. Donc j'ai quand même consommé pas mal d'ion plomb, mais il en reste en solution. Pareil pour l'iodure, j'en ai consommé, mais je vois qu'il me reste quand même des concentrations en plomb non négligeables à la fin. Donc là, je pourrais répondre pour la question 1, je vais le faire à l'oral.
il me semblerait que la réaction n'est pas totale car on a encore une quantité non négligeable de réactifs à la fin de la réaction. C'est comme ça que moi, en tout cas, j'y répondrai. Question B. Calculer le taux d'avancement final, taux F. Alors, pour rappel, le taux d'avancement final, c'est égal à l'avancement qu'on va noter X, qui est l'avancement réel. On peut même noter X EC pour l'avancement à l'équilibre, ou XF pour l'avancement final. Tiens, tant qu'à faire, on va prendre les mêmes notations que l'énoncé. XF divisé par l'avancement maximal théorique, que je vais noter X max, c'est l'avancement qu'on observerait si la réaction était totale. Et tout le cœur du problème dans cette question-là, ça réside dans la détermination de X max et de XF, pour ensuite appliquer cette formule et calculer TF, le taux d'avancement à l'état final. Donc pour répondre à cette question, je vais devoir dresser un tableau d'avancement pour déterminer X max. Donc le tableau d'avancement, je vais commencer par recopier l'équation de réaction. Les ions plomb 2+, réagissent avec des iodures de façon équilibrée pour former de l'iodure de plomb, PbI2, qui lui, attention, est un solide. Ça va avoir son importance plus tard. L'iodure, elle, est en solution aqueuse, et idem pour le plomb, qui est en solution aqueuse. Et je vais comparer différents instants, réels ou théoriques, de cette transformation chimique. Alors je vais commencer par écrire ce qu'il y a au départ, au début de ma réaction, ce que j'appelle l'état initial, EI, l'état final, ou l'état d'équilibre, et ce que moi j'ai décidé d'appeler l'étam, l'état théorique d'avancement maximal. Donc j'imagine, c'est vraiment théorique, c'est purement une vue de l'esprit, que je fais avancer cette réaction à fond jusqu'à ce que je consomme intégralement l'un des réactifs, et ça je l'appelle l'étam. Donc c'est parti. Tu mets pas le 2 devant le qui, du coup ? Les plus perspicaces d'entre vous, je recommence. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que j'ai oublié le 2 devant le i. La stoichiométrie des réactions, c'est vraiment indispensable pour étudier les équilibres. Donc merci à ceux qui m'ont fait remarquer dans la salle. Voilà. Merci. Ok. Donc on reprend. Je fais ici un tableau d'avancement en concentration. J'ai le droit de le faire parce qu'en fait, mon volume de solution ne change pas. Il existe aussi des tableaux d'avancement en quantité de matière, en pression et pression partielle, etc. Là, j'ai décidé, vu que j'ai un volume fixe, de le faire en concentration. Ça me permettra d'accéder plus rapidement au résultat. Donc, au départ, à l'état initial, ma concentration en plomb, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'est 0,020 mol. Je vais noter tout en mol par litre. Je vais noter tout en mol par litre dans les unités donc, du système international dans mon tableau qui récapitule toutes mes informations utiles. L'iodure, au début, j'en ai 0,040 mol par litre. Et l'iodure de plomb, quand je commence mon expérience, j'en ai pas du tout. Je peux noter ici que j'en ai 0. À l'état final, alors on me donne les concentrations à l'équilibre de Pb2+, et d'iodure. Donc, les ions plomb, j'en ai 0,00126 mol par litre, et les ions iodure, 0,00252. Et pour ce qui est de l'iodure de plomb, je pourrais m'amuser à calculer quelle est la quantité de matière d'iodure de plomb que j'ai créée, que j'ai fabriquée, que j'ai produit grâce à cette réaction-là. Mais ce ne serait pas une concentration, puisque pour rappel, on ne peut pas déterminer la concentration d'un solide dans un solvant. Si le solide n'est pas dissous, il n'a pas de concentration propre, on n'a pas le droit de parler de concentration. Donc là, je vais mettre un rond barré pour dire qu'en fait, on n'a pas le droit d'en parler. Okay. Et enfin, on arrive à la question la plus importante, l'état théorique d'avancement maximum. Donc, imaginons, là vous prenez votre cahier de brouillon, on imagine là, Jack, cahier de brouillon, et vous vous dites, hypothèse, le plomb, Pb2+, est limitant. Si le plomb est limitant, alors à la fin,
j'aurais consommé tout le plomb. J'aurais consommé l'intégralité des ions plomb que j'introduis dans mon tube à essai, dans mon milieu réactionnel. Donc ça veut dire que la concentration en plomb finale, donc dans mon état théorique d'avancement maximum plutôt, je vais bien le noter comme ça, est égal à 0. Et ça, c'est égal à la concentration en plomb initiale moins une fois, puisque le nombre stoichiométrique associé au plomb c'est 1, moins une fois l'avancement maximal que je note Xmax, moins une fois Xmax. Je vais attendre la fin de la sonnerie. Et on peut y retourner. Quand je résous cette équation-là, je trouve Xmax est égal à la concentration en plomb de plus initiale est égal à 0,020 mol par litre. Donc, si le plomb de plus, les ions plomb de plus sont limitants, alors Xmax est égal à 0,020 mol par litre. On va couper et on va refaire le même calcul, mais cette fois-ci en considérant que c'est les ions iodures, que ce sont les ions iodures qui, eux, sont limitants. Donc là, il y aura la coupure. Non. Donc je suis toujours sur mon cahier de brouillon, parce qu'en général, on fait beaucoup de ratures à cette étape-là. Hypothèse 2. Ce sont les iodures qui sont limitants. Donc si l'iodure est limitant, alors la concentration finale en iodure, la concentration finale dans mon état théorique d'avancement maximum, elle est égale à 0. Et elle, cette concentration, correspond à ma concentration initiale en ion iodure, ce que j'avais au départ, ici, ce que j'avais au départ, moins 2 fois Xmax, puisque je consomme les iodures relativement au plomb, la vitesse de consommation des iodures par rapport au plomb est 2 fois plus élevée. Donc moins 2, le nombre stoichiométrique devant l'iodure, Xmax. Et je me retrouve avec du coup une petite équation à nouveau qui va me permettre de déterminer Xmax dans l'hypothèse où ce sont les iodures qui sont limitants. Donc je trouve Xmax est égal à moins la concentration en iodure divisé par moins 2. Je le développe mathématiquement pour ne pas vous perdre en chemin. Donc moins la concentration initiale en iodure divisé par moins 2, le 2 du nombre stoichiométrique. Donc ça fait la concentration en iodure divisé par 2. Et ça fait 0,040 divisé par 2, donc 0,020, et l'unité mol par litre, puisqu'on est dans un tableau d'avancement en concentration. On remarque que ici on trouve le même Xmax que tout à l'heure. Ça veut dire que les ions plomb et les ions iodure ont été introduits dans des quantités stoichiométriques, proportionnellement l'un par rapport à l'autre. Et donc, si la réaction était totale, on consommerait totalement à la fois les ions plomb et à la fois les ions iodure. Bon. Et dans l'état théorique d'avancement maximum, du coup, la concentration finale, ce serait 0,020, la concentration initiale, moins une fois Xmax. Donc Xmax, on retient toujours le plus petit de tous les Xmax qu'on peut calculer. Ici, c'est 0,020 dans chaque cas. Donc moins une fois 0,020, ça fait 0. Ici, on est à 0,040, moins 2 fois 0,020, ça fait aussi 0. Donc ça, c'est un état théorique. Ici, on ne peut toujours pas calculer de concentration d'un solide. Donc cette ligne-là, elle n'a pas vraiment d'utilité fondamentalement pour mieux comprendre comment évolue cette équation-là. Mais le fait de la remplir, ça nous oblige à calculer Xmax, et Xmax, on en a besoin ici pour répondre à la question 2, et pour calculer taux
le taux d'avancement final. Donc maintenant on y va. On avait dit que taux était égal à XF sur Xmax. XF, l'avancement effectif, se calcule en regardant qu'est-ce qu'on a consommé de chacun des produits et en rapportant ça à son nombre stoichiométrique. Donc ici, je peux donner deux expressions différentes pour XF, l'avancement effectif, final, à l'état final. C'est égal à la concentration d'ion plomb à l'état initial, moins la concentration d'ion plomb à l'état final. Donc au final, de combien j'ai fait varier ma concentration en plomb, divisé par le nombre stoichiométrique de plomb. C'est aussi égal à la concentration en iodure initiale moins la concentration en iodure finale, à l'état final, divisé par toujours le nombre stoichiométrique, mais cette fois-ci de l'iodure, puisque en fait je consomme mon iodure 2 fois plus vite que le plomb, puisque les nombres stoichiométriques, ici j'ai 1 devant le plomb et 2 devant l'iodure. Bon. Et XF, je vais le calculer pour le plomb, tant qu'à faire, ça me fera une division par 1, c'est plus facile à faire. C'est égal à 0,020 moins 0,00126 divisé par 1. C'est égal à, est-ce que je le fais de tête? 0,017,4 mol par litre. Si je me suis trompé, dites-le moi dans les commentaires. Et appuyez sur la cloche et le pouce bleu. Bon, donc j'ai un avancement de 17,4 millimoles, si je ne me suis pas trompé. Je tombe, si je me trompe pas, hein, vous pouvez vérifier, si vous calculez l'avancement, que ce soit avec le plomb ou avec l'iodure, vous devez trouver la même valeur. Si vous ne trouvez pas la même valeur, c'est qu'il y a une erreur ou bien dans les données ou bien dans votre calcul. Bon. Donc là, je vais partir sur 17,4 millimoles d'avancement. Et pour répondre à la question 2, ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai XF, j'ai Xmax. Je vais donc calculer. Voilà. Taux égale XF sur Xmax. C'est égal à 0,0174, c'est ce que j'avais déterminé juste avant pour XF, si je ne me suis pas trompé. Et je divise ça par 0,020, qui est mon avancement maximal théorique. Et a priori, je tombe sur 93%, si je garde deux chiffres significatifs. Ou quand je fais le calcul, hein, évidemment, je tombe sur 0,93, qui correspond à 93%. Donc, ma réaction a progressé de 93% de ce qu'elle aurait pu progresser au maximum, dans le sens direct. Et on s'attaque maintenant à la question 3. Calculer la constante d'équilibre KT. Je vais faire un petit peu de place du coup sur le tableau. Je vais garder mon équation de réaction, elle est très bien là où elle est. Voilà. On a terminé avec ce tableau de réaction. Donc question C. Calculer la constante d'équilibre KT. Donc, rappel, K, la constante d'équilibre, est égale à Q, le quotient réactionnel à l'équilibre, attention, sinon cette égalité n'est pas vraie. Et c'est égal, ici, donc le quotient réactionnel, ça va être l'activité de l'iodure de plomb mis à la puissance 1, puisqu'il y a un 1 devant l'iodure de plomb, divisé par l'activité du plomb de plus en solution, la concentration en plomb de plus, fois la concentration en I-. Le plomb de plus est mis à la puissance 1, l'I- est mis à la puissance 2. Et à l'équilibre, on me donne ici les concentrations de ces différents constituants à l'équilibre, ça me fait 1 divisé par, attention, en mol par litre, on prend bien comme unité les unités du système international, donc ici des mols par litre. Le plomb, c'est 0,00126 mol par litre puissance 1 fois 0,00252 au carré. Et
il me semble que, donc là je ne vais pas le refaire à la calculette, je vous laisse le faire vous-même, on tombe sur un nombre de l'ordre de 10 puissance 8, et 10 puissance 8 est très supérieur à 10 000. Donc on a un K très supérieur à 10 000. Et la réaction, on peut dire que d'après les lois de la chimie, la réaction est totale parce que K est très grand. Voilà. Donc ça c'était juste un petit rajout. Vous, on vous demandait simplement de calculer la constante d'équilibre. Si vous avez quelque chose de l'ordre de 10 puissance 8, il y a toutes les chances que vous ayez le bon résultat. Je vous le renote en commentaire. Je vous donne la valeur exacte qu'il fallait trouver ici. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve bientôt pour une dernière vidéo. J'ai même pas le temps de prendre mes feutres. T'as vu mes feutres? T'as vu les feutres? Ils sont où mes feutres? Ok, c'est parti. Faut pas que je les pose là, sinon ça va faire clac-clac avec le micro et c'est nul. Et on se retrouve pour... Le cadrage est bon, du coup, je te fais confiance, mais voilà, ok. Et on se retrouve pour ce dernier exercice, exercice 4, qui concerne le sens d'évolution d'un équilibre chimique, d'une réaction équilibrée. On va s'intéresser ici à la réaction acido-basique entre l'ammoniac, NH3, et l'eau. Et comme dans tout exercice de chimie, je vais commencer par écrire mon équation de réaction. L'équation qui traduit ma transformation chimique, ce qui se passe dans le milieu réactionnel. Ici, j'ai NH3, l'espèce chimique NH3, qui est en solution aqueuse, donc c'est un soluté qui est minoritaire dans le mélange réactionnel, dans le milieu réactionnel. NH3 plus de l'eau, H2O, qui elle constitue le solvant dans lequel j'évolue, réagissent ensemble, selon une réaction équilibrée, pour former NH4 plus aqueux en solution, plus des ions hydroxyde HO-, toujours aqueux en solution, et donc minoritaire. Les nombres stoichiométriques associés à cette équation de réaction, on peut essayer de les retrouver, là c'est assez trivial, ce sont que des 1. Mais attention, il est important d'équilibrer les réactions avant de passer au calcul de quotient réactionnel, puisqu'on doit connaître les nombres stoichiométriques associés à chacune des espèces chimiques pour appliquer le calcul de grand Q, le quotient réactionnel. Bon. Maintenant, la question est la suivante. Pour les mélanges 1 et 2, dont on connaît les compositions en concentration, déterminer le sens d'évolution spontanée du système. Petit point de cours. Lorsque, donc je peux calculer Q à n'importe quel instant, si Q est inférieur à K, si la valeur de Q que je trouve, que je calcule, est plus petite que K, la constante d'équilibre, qui d'ailleurs ici est donnée, alors, si Q est inférieur à K, j'évolue dans le sens direct, dans le sens de l'équation telle que je l'ai écrite, de gauche à droite. A l'inverse, si Q est supérieur à K, si mon quotient réactionnel tel que je le calcule est supérieur à K, la constante d'équilibre, alors j'évolue dans le sens indirect. Donc, ici, pour la question 1, je vais calculer le quotient réactionnel d'après les données ici qui correspondent au mélange 1. Donc, quotient réactionnel, c'est le quotient, donc on s'est déjà entraîné à les calculer tout à l'heure, je vais aller droit au but. Ça va être l'activité, donc la concentration en NH4+, mise à la puissance 1, fois la concentration en HO-, mis à la puissance 1, divisé par la concentration en NH3, mis à la puissance 1, fois, attention piège, ici l'eau c'est le solvant, son activité en tant que solvant de corps quasiment pur est égale à 1. Donc, si on veut insister, puissance 1, puisque le nombre stoichiométrique associé à l'eau c'est 1. Et quand j'applique ce calcul, je tombe sur Q1 est égal à 3,7 fois 10 puissance moins 3, lorsque je garde seulement deux chiffres significatifs. Je compare Q, 3,7 fois 10 puissance moins 3, à grand K, 1,6 fois 10 puissance moins 5.
je vois que Q est très supérieur à K, donc mon équilibre, ma réaction va évoluer dans le sens indirect. Je vais consommer HO- et NH4+, pour régénérer NH3 et un petit peu d'eau qui sera noyée, si j'ose dire, dans le solvant. Je peux faire pareil pour la question 2, mais ça n'a que peu d'intérêt. C'est exactement le même calcul qu'on mène une deuxième fois, sauf que cette fois-ci, on change les concentrations en NH4+, HO- et NH3. Et on va comparer de nouveau Q à K. Alors il me semble que dans la question 2, on se rend compte que Q est très inférieur à K, et donc on évolue dans le sens direct. Je vous laisse le vérifier vous-même. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la dernière question. Pour le mélange 3, calculer la concentration en NH3 pour que le système soit à l'équilibre. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Rappel de cours. À l'équilibre. Q, que je calcule à l'équilibre, est égal à K, la constante d'équilibre. Ça veut dire que Q à l'équilibre, ça correspond donc à mes concentrations, etc., qui sont prises lorsque je suis à l'équilibre, et ce sera égal à 1,6 fois 10 puissance moins 5. Moins 5. C'est la valeur de K. Et à l'équilibre, donc la concentration en NH4+, je la connais, c'est 1,26 fois 10 puissance moins 4. La concentration en HO-, je la connais dans le mélange 3, pareil, 1,26 fois 10 puissance moins 4. Le tout à la puissance 1 et à la puissance 1. Je vais expliciter ça. Attention à ne pas oublier les puissances des nombres stoichiométriques à ce moment-là, ce serait dommage. Et je divise ça par l'activité, et donc la concentration en NH3, qui celle-ci est inconnue. Concentration en NH3, en solution aqueuse, puissance 1. On ne la connaît pas encore. C'est justement celle-là qu'on cherche. Là, on se rend compte que du coup, on connaît plein de choses. Là, on a une équation, on a une égalité, avec plein de valeurs qu'on connaît, que j'aurais pu remplacer aussi par la grandeur qui les représente, par le symbole qui les représente. Mon intérêt là, c'est d'isoler la concentration en NH3 et ensuite de la calculer. Lorsque j'isole NH3, je trouve 1,26 fois 10 puissance moins 4 fois 1,26 de nouveau fois 10 puissance moins 4, donc ça fois ça, divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 5. Égale, et la valeur c'est 9,9 fois 10 puissance moins 4. Et oui, je l'ai fait de tête. 9,9 fois 10 puissance moins 4. Et l'unité, puisque ici c'est une concentration et qu'on est toujours dans le système international, ce seront des moles par litre. Si j'introduis 9,9 fois 10 puissance moins 4 moles par litre de NH3 dans mon mélange ici, et qu'ensuite je laisse la réaction démarrer, en fait elle sera déjà à l'équilibre et elle n'évoluera pas. Voilà donc à quoi servent les quotients réactionnels. Quand on les compare à grand K, la constante d'équilibre de la réaction, on peut déterminer si la réaction évoluera dans le sens direct ou dans le sens indirect. Je vous remercie de votre attention et bonne chance pour les autres exercices que vous ferez pour le coup en autonomie.